Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Histoire en série. Je suis Élodie Conti et aujourd'hui je vous retrouve pour la 3e émission du cycle consacré aux femmes dans l'histoire à travers les séries. Durant ce nouvel épisode, je serai accompagnée de 3 spécialistes pour discuter des représentations des femmes à la cour de France durant l'époque moderne dans nos séries télévisées. Donc tout d'abord, bonjour Amélie Valère. Donc vous êtes actuellement professeure d'histoire-géographie en collège et également doctorante à l'université d'Artois, où vous préparez une thèse sur la culture diplomatique dans les cours d'Angleterre et de France, donc de 1553 à 1625. Nous pouvons actuellement vous retrouver en librairie avec votre ouvrage Le diplomate en représentation, 16e-20e siècle, co-dirigé avec Claire Lebras, Marie-Cécile Pinault et Nathan Rousselot, et publié aux presses universitaires de Rennes. Et puis nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent déjà puisqu'on peut vous écouter dans un précédent épisode, le numéro 124, où vous nous analysiez la série Wolf Hall. Donc, nous sommes également en compagnie de Fanny Giraudier. Bonjour Fanny. Donc, vous êtes docteur en histoire moderne après une thèse soutenue à l'université de Lyon 2 en 2016 et qui portait sur les grands et le roi, pouvoir et contestation à la cour des premiers Bourbons, 1589-1629. Et donc, vous êtes actuellement chercheuse associée au LARA, chargée de cours à l'université Lyon 3 et puis également présidente de l'association des jeunes chercheuses et chercheurs en histoire, la JCH, ainsi que secrétaire générale de la société Henri IV. Et puis notre dernière invitée, bonjour Flavie Leroux. Donc vous êtes également docteur en histoire moderne après une thèse soutenue en 2017 à l'EHESS sur les maîtresses des premiers rois Bourbons, femmes, fortune familiale et pouvoir royal, donc de la fin du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. Et donc de cette thèse, vous en avez fait un ouvrage nommé Les maîtresses du roi, publié chez Champvallon en 2020. Et puis actuellement, vous êtes attachée et coordinatrice de recherche au Centre de recherche du Château de Versailles pour le programme Identité curiale et le mythe de Versailles en Europe, perception, adhésion et rejet, 18e, 19e siècle. Donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens de tous les travaux que je viens de citer dans la description de l'épisode. Et du coup, après ces présentations, il est temps de commencer notre discussion. Donc, d'abord, comme d'habitude, je tiens à vous mettre en garde, auditrices et auditeurs, face aux spoilers que vous pourrez rencontrer au cours de votre écoute. Donc, les 3 séries sur lesquelles sont basés le propos tenu aujourd'hui sont tout d'abord Règne. Donc, c'est une série américaine de 4 saisons diffusée entre 2013 et 2017 qui est centrée sur la vie de la reine écossaise Mary Stuart, donc née en 1542 et morte en 1587. On va aussi parler de The Musketeers, qui est une série britannique de 3 saisons diffusée entre 2014 et 2016 et qui en fait est une adaptation très libre du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. L'action prend donc place dans la France de Louis XIII et de Richelieu au XVIIe siècle. Et puis enfin, on va aussi parler de la série Versailles. Donc, c'est une série franco-canadienne puis franco-belge qui a été diffusée entre 2015 et 2018 durant 3 saisons. Et comme son nom l'indique, l'intrigue est centrée sur l'installation de la cour au château de Versailles par Louis XIV. Donc, pour placer un peu le décor, le premier thème que nous allons aborder, c'est celui de l'historiographie des femmes et de la cour, et puis de la vision justement de la cour qui est donnée dans ces 3 séries, des libertés scénaristiques qui ont pu être prises. Et du coup, je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus. Nous avions souhaité aborder ce point en premier parce qu'il nous semble, et je pense qu'on sera toutes d'accord là-dessus, vous me contredirez si vous le souhaitez, qu'il y avait un lien très fort entre l'historiographie telle qu'elle s'est construite au XIXe siècle sur la cour et les femmes en particulier, et la manière dont ont été pensées ces séries. Pour ma part, je vais aborder celle qui s'intitule donc Versailles, et notamment les femmes les plus représentées dans cette série, à savoir les maîtresses du roi. Et effectivement, quand on regarde le traitement de ces figures, il apparaît clairement que l'image qui en est donnée correspond peu ou prou systématiquement à celle qu'en ont dessiné les historiens au XIXe. Et donc, image qui correspond à une vulgate qui existe toujours aujourd'hui. Et qui s'appuie en particulier sur les chroniqueurs, les mémorialistes de l'époque, et qui insiste sur certains faits particulièrement croustillants, en tout cas pour ce qui concerne les amours de Louis XIV,
On retrouve ainsi dans la série Versailles la prétendue relation extra-conjugale entretenue par Louis XIV avec sa belle-sœur Henriette d'Angleterre. On retrouve la figure de Louise de la Vallière, donc l'une des premières maîtresses de Louis XIV, et sa religion poussée à l'extrême, presque fanatique, puisqu'on la voit se flageller à un moment donné. On retrouve la légende noire de Madame de Montespan, et notamment l'affaire des poisons, ainsi que Madame de Maintenon, très dévote, et même cette histoire, vraie ou fausse, de l'enfant noir auquel aurait donné naissance la reine Marie-Thérèse. Donc voilà, on est avec cette série clairement dans la continuité de ces écrits du 19e qui, d'ailleurs, à certains égards, on y reviendra plus tard, j'imagine, sont très pertinents historiquement, mais qui également relaient un certain nombre de légendes, d'anecdotes assez plaisantes. Oui, on le retrouve aussi pour la série Règne, en fait, qui exploite bon, là, plus la légende noire autour de Catherine de Médicis, hein, par exemple, qui est vraiment là au cœur de la série, puisqu'on la voit hein, comme empoisonneuse, manipulatrice. Donc là, on a vraiment tous les top boys hein, de la littérature 19e et qui a été quand même largement revue depuis par des travaux d'historiens et d'historiennes. Et ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui me paraissait en tout cas intéressant, c'est que on reste aussi dans une approche qui montre un peu les femmes comme un ornement de la cour, en dépolitisant un peu finalement leur action au sein de la cour. Et on les montre hein, clairement, justement, voilà, comme dans un rôle très, très genré, avec ces femmes qui doivent être belles, qui participent au bal, etc. Et en fait, ce qui m'a paru intéressant, moi, c'est justement le décalage entre ce qui a été repris pour la série, qui se base vraiment sur cette historiographie plutôt 19e siècle, qui fait recette aussi forcément dans le cadre d'une série, puisqu'on a justement, Flavie en a parlé, on montre la sexualité débridée un peu de la cour, la légende noire, les manipulations, les complots. Donc, c'est évidemment ce qui fait aussi les recettes dans les séries. Mais il y a un certain décalage avec tous les travaux qui ont été faits depuis, en fait, sur le rôle, et notamment le rôle des femmes à la cour, où on montre justement l'aspect plus politique de leurs actions. Et c'est ce qui me semble important aussi de souligner, voilà, parce que, bon, évidemment, c'est peut-être un peu moins sexy à mettre en œuvre pour une série, mais voilà, c'est flagrant en tout cas quand on s'intéresse à ce genre de série. Alors, pour poursuivre sur les Musketeers, alors c'est particulier parce que c'est une très libre adaptation d'une œuvre de fiction qui s'inscrit ensuite dans un cadre historique qui est lui-même largement modifié et sujet à des coupures historiques et à des travestissements historiques. Mais le rôle des femmes et les femmes qui sont présentées ici, alors il y a une femme historique qui est Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, mais d'autres femmes comme Milady de Winter ou comme Constance Bonacieux, qui sont les deux autres femmes principales et du livre et de la série, sont, elles, des personnages qui sont des personnages fictifs. Et ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'elles incarnent une certaine vision de la femme, une vision de la femme que l'on a du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, et qui se joue autour de ces femmes qui sont soit séductrices et manipulatrices et que l'on utilise dans des complots, ou dont on doute, ou alors de la femme pure et qui est une bonne épouse, fidèle, bonne catholique aussi. Ça reste important au début du XVIIe siècle et qui, là aussi, représente un topos assez classique dans la représentation, dans les types de femmes que l'on peut mettre en avant.
Oui, ce qui me paraît intéressant, c'est que, enfin, c'est ce qu'on avait noté en tout cas, c'est vraiment ce décalage-là où on se base quand même sur des époques, donc on l'a dit, type 19e siècle, et en même temps, ce sont des séries qui veulent s'inscrire quand même aussi dans une certaine actualité, qui cherchent à montrer des femmes fortes, mais tout en se basant finalement sur des représentations très genrées, comme Amélie l'a dit, sur les femmes manipulatrices ou les femmes voilà, enfin, qui peuvent avoir un rôle politique, mais toujours en gardant des attributs supposés féminins qui, là, eux, sont portés par le 19e siècle, de manipulatrices, d'empoisonneuses, etc. Pour rebondir sur ce que vient de dire Fanny, effectivement, bon, il faut insister sur le côté caricatural. En même temps, on est dans une œuvre de fiction qui ne se revendique absolument pas, en tout cas dans le cas de Versailles, comme étant un documentaire. Donc, évidemment, c'est tout à fait justifié. Et notamment, on retrouve ce caractère caricatural dans la personnalité des personnages féminins qui correspondent tout à fait aux idées reçues qui sont véhiculées depuis même la mort de certaines d'entre elles. Je pense par exemple au fait que Louise de La Vallière est vraiment présentée comme la favorite discrète, dévouée, qui reste à l'arrière-plan, etc. Madame de Montespan, à l'inverse, c'est la femme spirituelle, brillante, caustique, et même de Maintenon, dans son rôle habituel de dévote, de femme circonspecte, raisonnable, etc. Alors, en soi, c'est intéressant parce que ces caractéristiques permettent d'identifier clairement ces personnages et on retrouve ces mêmes caractéristiques dans à peu près toutes les œuvres de fiction qui les concernent. Donc, finalement, c'est pertinent dans le cadre de cette série Versailles de retrouver ces caractéristiques. Après, il faut aussi observer certains anachronismes et, à mon sens, ils sont surtout visuels, notamment dans le physique de ces femmes. Dans le choix du casting notamment, j'ai noté l'exemple de Madame de Montespan, qui est interprétée par l'actrice et mannequin Anna Brewster, qui est brune, qui a les yeux marrons, qui est grande et lancée, donc qui correspond au canon de notre époque finalement, alors que quand on regarde les sources, Madame de Montespan est décrite comme étant quasiment à l'opposé, c'est-à-dire blonde, les yeux bleus, avec un certain embonpoint qui est caractéristique des canons de l'époque. Donc, on a un décalage assez important, mais on retrouve le personnage de par son caractère. Donc, je trouvais assez intéressant d'insister sur ce point. Et puis aussi sur le fait que, en dehors de ce côté caricatural ou anachronique, il y a aussi un côté assez moderne et qui, d'une certaine façon, se place dans la lignée des apports de l'histoire du genre, puisque dans la série Versailles, on a affaire à des femmes quand même qui ont une forte personnalité, qui sont très présentes, qui exercent un pouvoir. Je pense qu'on reviendra sur ce point plus tard. Et même si le trait est parfois un peu grossi, c'est intéressant de voir que dans cette série qui est quand même relativement récente, on tient à montrer que ces femmes ont vraiment une marge de manœuvre, une capacité d'agir importante. Anne d'Autriche est relativement bien représentée puisque l'actrice qui l'incarne, elle aussi est blonde comme les portraits, en tout cas les portraits de jeunesse que l'on a d'Anne d'Autriche. Alors ça reste une actrice de série, donc avec un physique beaucoup plus avantageux que celui que pouvait avoir Anne d'Autriche selon les canons du XXIe siècle. Cela va de soi. Mais pour les deux autres personnages, alors, on n'a pas de représentation historique de fait puisqu'il s'agit de personnages de fiction. Néanmoins, on a aussi leur caractère qui transparaît dans leur habillement, dans leur environnement. Également, les lieux qu'elles habitent, les objets qu'elles utilisent, qu'elles peuvent utiliser au quotidien, et donc qui traduisent là aussi leur caractère. Donc pour Milady de Winter, quelqu'un de fourbe, toujours armé, et la question de femmes représentées en armes peut être aussi intéressante. Pour Constance Bonacieux, plutôt représentée comme une femme du peuple, même si elle fréquente la cour, avec des vêtements qui sont assez simples et sans trop de bijoux, de maquillage, si tant est qu'on puisse parler de maquillage, mais qui sont
qui la représentent plus simple et donc, de fait, de meilleure compagnie. Règne aussi, on peut noter quand même un certain décalage entre les représentations qu'on pourrait avoir de Mary Stuart et la façon dont elle est incarnée dans la série. Ce qui est le plus frappant quand même quand on regarde Règne, ce sont les costumes qui sont vraiment là. On voit que les scénaristes, plutôt les, comment dire, donc ceux qui ont créé les costumes se sont vraiment un peu éloignés des canons du XVIe siècle, puisque voilà, il y a une esthétique de la série qui fait que on reste on voit qu'il y a eu un choix de montrer l'entourage d'une reine qui a entre 16 et 17 ans. Voilà, on est dans la cour de France au XVIe siècle, mais en même temps, je pense que ça s'adresse aussi peut-être à un public assez jeune, qui fait qu'on montre ces jeunes femmes avec des robes souvent très, très belles, mais qui ne correspondent pas forcément, en tout cas, à la mode de l'époque, qui sont souvent très échancrées, avec beaucoup de froufrous, beaucoup de paillettes. Voilà. Et là, on s'éloigne vraiment, en tout cas, de la réalité historique. Mais bon, je pense que c'est là, pour le coup, vraiment un parti pris de la série, puisque ça reste une plongée dans l'adolescence d'une reine, même si, justement, au XVIe siècle, on est là pour le cas de Marie Stuart, quand elle arrive à la cour de France et pour son mariage avec François II, on n'est plus du tout, voilà, on n'a pas cette vision d'une adolescente qui arrive à la cour. Donc ça, c'est vraiment un parti pris de la série, et c'est ce qui fait que voilà, on a une liberté qui est prise, je pense, avec les costumes, et voilà, avec une reine et son entourage et ses dames de compagnie qui ont des très, très jolies robes, encore une fois, mais qui ne correspondent pas vraiment aux robes de l'époque. Donc là, on a un certain décalage. Et voilà, encore une fois, Flavie l'a souligné, je pense que il n'y a pas forcément une volonté de représenter une vérité historique, mais c'est frappant quand on regarde ce genre de série. Juste pour rebondir très rapidement sur ce que viennent de dire mes deux collègues, notamment sur la question des costumes. Dans la série Versailles, il faut d'abord souligner qu'on a affaire à vraiment une série visuellement qui est assez impressionnante. Et donc, pour ce qui concerne les costumes, c'est assez remarquable. Alors, effectivement, on est dans une représentation qui est plus ou moins réalistes. Les robes, par exemple, correspondent plus ou moins à celles qui, effectivement, pouvaient être portées à l'époque, avec notamment le corset, le décolleté, etc. Même si on est loin, quand on regarde, par exemple, les portraits ou les gravures, de ce qui pouvait se faire. Pour les coiffures, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve plus ou moins l'idée de l'époque, même si c'est un peu exagéré. C'est-à-dire, quand on regarde, pardon, je vais parler de personnages masculins, ça sera la seule fois, le personnage de Louis XIV ou celui de son frère, ils ont des cheveux longs, donc ce qui correspond effectivement à la mode de l'époque, mais des cheveux longs qui sont extrêmement lisses et qui sont leurs vrais cheveux, alors qu'on sait qu'à l'époque de Louis XIV et très tôt à la cour de Louis XIV, le roi portait la perruque et donc tout le monde portait la perruque, enfin les hommes. Et pour ce qui est des femmes, les coiffures, effectivement, on a une coiffure globalement avec les cheveux relevés, etc., des boucles qui correspondent à la mode de l'époque, même si on en est un peu éloigné. Après, ce qui, par contre, est assez intéressant sur la personnalité des personnages, sont certains accessoires qu'ils peuvent porter. Je pense, par exemple, à Madame de Montespan qui arbore un collier que le roi lui offre et qui est très voyant, ou Madame de Maintenon qui porte toujours une petite croix pour rappeler qu'elle est vraiment cette femme de l'entourage du roi, très, très croyante, très, très, très religieuse. Donc, le costume dans la série Versailles a un rôle dans l'histoire et est plutôt bien restitué globalement. Donc je le souligne par contraste avec notamment la série Reign. Donc merci à toutes les trois d'avoir placé un peu le décor, de nous avoir
éclairci un petit peu sur les choix qu'ont fait ces séries. Et je pense qu'il faut aussi souligner que malgré les défauts qu'elles peuvent avoir, elles permettent aussi de nous donner des exemples d'exercices de pouvoir par les femmes, notamment par les reines, et ce dans les 3 séries. Oui, si on commence avec Catherine de Médicis, hein, bien sûr, on la voit beaucoup dans la série Reign. En fait, bien sûr, la série est tournée autour du personnage de Mary Stuart, mais les premières saisons sont surtout sur sa présence à la cour de France. Et moi, je trouve qu'un des personnages intéressants, c'est vraiment celui de Catherine de Médicis, où là, on la montre souvent exerçant un pouvoir, mais dans l'ombre. Et là, c'est pour ça que je parlais de Légende noire aussi, puisque on la voit, en fait, on a notamment la première saison qui dresse un portrait d'Henri II qui est assez inattendu, mais en tout cas qui commence à perdre la tête. Et du coup, Catherine de Médicis, avec l'aide de Mary Stuart, tente de cacher un peu la folie du roi et de prendre en main le pouvoir à la cour. Donc on les voit souvent, mais voilà, dans l'ombre du pouvoir, on va dire dans cette première partie en tout cas. Et oui, ce qui est intéressant en tout cas, c'est la façon dont Mary Stuart aussi est représentée comme reine d'Écosse. Et ça, la série exploite beaucoup ce déchirement un peu qu'elle ressent, voilà, entre son rôle de reine de France, puisqu'elle est appelée à devenir la reine de France, et son rôle de reine d'Écosse, qui la mettent souvent, et ça c'est largement exploité dans la saison, qui la pose souvent en position délicate, puisque et à plusieurs reprises, on la montre voulant privilégier sa patrie, comme elle le dit dans la série, qui est en fait l'Écosse. Donc on a là typiquement un exemple de pouvoir féminin qui est permis aussi en Angleterre et en Écosse, puisque en France, c'était la loi salitaire, bien sûr, qui limitait en fait et qui empêchait l'accès des femmes au pouvoir, même si on voit que ce pouvoir était possible dans le cadre des régences notamment. Mais voilà, là, on a l'exemple d'une reine qui parle de son peuple, qui doit prendre des décisions, qui peut faire appel à des chefs armés. À un moment, elle fait appel à Condé, elle fait appel aux Guises. Donc, on a quand même là, oui, un exemple d'exercice de pouvoir qui est intéressant et qui est vraiment fondé sur bon là, c'est encore une fois assez sentimental, mais sur l'attachement à son peuple, à son royaume et la conscience d'avoir des devoirs en tant que reine. Alors, dans The Musketeers, le personnage d'Anne d'Autriche, notamment, évolue de manière assez remarquable dans son rapport au pouvoir. Dans la première saison, elle est très passive. Alors, je pense que c'est dû au fait que c'est surtout une série qui est centrée sur les aventures des mousquetaires, mais elle va prendre corps dans les saisons suivantes, puisque dans la première saison, elle est très en retrait. Elle a un rôle très, très décoratif, en somme. Et puis, à la fin de la première saison, pour des raisons de casting, le cardinal de Richelieu meurt prématurément. Et Anne d'Autriche va commencer à prendre un peu plus de place tout au long de la saison 2. Et alors, je ne m'avance pas trop sur le reste de l'émission, mais elle va prendre un amant et la question de l'héritier va se poser, de la légitimité de l'héritier. Et à la toute fin de la saison 3, Louis XIII meurt et on voit qu'elle commence à engager la régence au nom de son fils et à s'affirmer encore davantage comme étant la seule légitime à pouvoir prendre des décisions au nom du futur Louis XIV. Donc, elle a un parcours qui est qui est ascendant. Et de la même manière, il y a un personnage qui est quasiment absent
un personnage qui est quasiment absent, sauf dans un épisode de The Mousquetaires, c'est Marie de Médicis. Marie de Médicis, elle est mise en retrait par Louis XIII après sa régence, mais au cours de la saison 1, dans l'épisode 6, elle revient à Paris et c'est l'objet de tout un... Elle revient à Paris et c'est l'objet d'inquiétude de la part de la cour des mousquetaires qui se demandent quel mauvais coup elle va pouvoir jouer au roi, comment l'en empêcher, qu'est-ce qu'elle prépare. Et donc, il y a cette idée de ces femmes qui ont du pouvoir, est-ce qu'elles savent correctement s'en servir? Et dans le cas où elles ont eu du pouvoir, est-ce qu'elles ne vont pas s'en servir pour nuire à l'État ou nuire au roi? Donc, je vais enchaîner chronologiquement avec le règne de Louis XIV tel qu'il est abordé dans la série Versailles. Finalement, pour ce qui concerne le pouvoir des reines, donc ici, il est surtout abordé au prisme du personnage de l'épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, puisque la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, n'apparaît qu'au tout début de la série, dans l'épisode 1 de la saison 1, dans une espèce de vision, de rêve que fait le roi. Et donc finalement, son rôle est assez effacé. C'est plutôt donc celui de la reine Marie-Thérèse d'Autriche qui est mis en avant. Ce qui est assez intéressant, puisque dans l'historiographie, c'est un personnage qu'on a l'habitude d'ignorer, de laisser de côté, considérant dans la lignée encore des travaux plus anciens que c'est un personnage qui présente peu d'intérêt, hormis sur le plan évidemment diplomatique et politique de l'alliance qu'elle incarne lorsqu'elle épouse Louis XIV. Et ici, dans la série Versailles, c'est assez surprenant de voir la manière dont elle est traitée. Évidemment, son pouvoir repose en premier lieu sur sa capacité à donner ou non un héritier au royaume, question qui est rapidement résolue dans la série puisque un dauphin naît assez vite. Et finalement, c'est plutôt au cours de la saison 3 qu'elle se révèle. Dans les 2 saisons précédentes, son rôle, c'est plutôt de se confronter aux maîtresses et donc d'essayer de faire valoir sa position par rapport à elle. Et dans la saison 3, elle, en quelque sorte, gagne en autonomie et on lui accorde un rôle central qui est certes fictionnel, je le précise d'emblée, mais qui est intéressant puisque le plus souvent, comme je le disais, c'est un personnage relativement effacé. Et ce rôle qu'on lui donne, c'est un rôle diplomatique d'intercession auprès de son frère, le roi d'Espagne, pour organiser une alliance avec un autre membre de sa famille d'origine, son cousin, l'empereur Léopold Ier. Et donc, cet empereur qui est, entre guillemets, l'ennemi de Louis XIV, joue de sa relation avec la reine, on leur prête même une liaison dans la série, pour, entre guillemets, utiliser le pouvoir de la reine auprès de l'Espagne. Donc, elle est en quelque sorte un pion, mais pas seulement un pion, puisqu'on voit qu'elle prend des décisions elle-même vis-à-vis de cette alliance entre finalement le Saint-Empire et l'Espagne. Donc, c'est un point intéressant parce qu'il rappelle que la reine doit être systématiquement replacée dans son environnement familial, pas seulement celui de sa famille par alliance, dans le cas présent, la relation avec la famille de France, mais aussi avec sa famille d'origine, les Habsbourg, dans le cas de la reine Marie-Thérèse. Et donc, finalement, le rôle qui lui est attribué dans la série Versailles montre que les princesses, les reines, sont dans de très nombreux cas des princesses européennes qui, par leurs multiples liens de parenté, créent des alliances et peuvent jouer éventuellement un rôle de médiatrice qui peut leur nuire aussi. J'imagine que certaines de mes collègues vont peut-être revenir là-dessus. Et donc, ça nous renvoie à des travaux récents sur les transferts culturels, par exemple, et la mobilité des noblesses et des princesses européennes. Montrant finalement la capacité d'action que ça donne à ces princesses, mais aussi les contraintes que ça leur impose, et notamment au niveau de leur identité et de la nécessaire capacité d'adaptation dont elles doivent faire preuve lorsqu'elles arrivent dans une cour dont elles ne connaissent rien. Donc voilà, à relever le rôle important qui est donné à la reine Marie-Thérèse d'Autriche dans cette série, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les ouvrages historiques.
Oui, moi, pour rebondir sur la présentation là, de Marie de Médicis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les figures comme donc Catherine de Médicis ou Marie de Médicis, ce sont aussi des figures de régentes. Et ça, c'est un point qui me paraît très important par rapport à l'exercice du pouvoir, hein, puisque ça, Fanny Cressondel l'a bien montré hein, dans ses travaux. Euh, euh, la régence ne va pas forcément de soi et parfois repose quand même aussi sur des arguments, comment dire, donc par rapport à la maternité qui garantirait en fait comment dire, le bon déroulement de la régence, puisque les mères des rois seraient du coup plus capables de garder le pouvoir et de préserver le pouvoir pour leur fils. Mais il y a un autre point qui apparaît et qu'on retrouve souvent hein, autour de Marie de Médicis, c'est la difficulté ensuite à laisser le pouvoir à leur fils, justement. Et je pense que là, ce qu'évoquait Amélie, c'est un peu ça aussi. C'est la crainte du coup que des femmes qui ont exercé le pouvoir, bah, finalement, aient du mal à s'en séparer et veuillent le conserver. Hein, bah, les relations hein, quand même entre Marie Médicis et Louis XIII hein, ont été assez tumultueuses, on va dire. Et effectivement, on le retrouve ça, que ce soit certains mémoires ou même dans des travaux plus récents, une crainte quant au pouvoir, on va dire, de nuisance de Marie de Médicis. Alors, c'est d'autant plus vrai que il y a aussi avec une reine régente des hommes de l'entourage royal qui se sentent dépossédés du pouvoir, même s'ils font office de conseil, même si ils surveillent ou chapeautent un peu tout ça, il y a ce sentiment de dépossession, d'autant plus que la femme est naturellement vue comme incapable de gouverner avec sagesse, avec tempérance, parce qu'elle est une femme. Et ça joue aussi, outre le fait que dans le cas de Marie de Médicis, il y a eu un certain nombre de révoltes et de contestations à son pouvoir, ce qui sera aussi le cas pour Anne d'Autriche un peu plus tard. Donc, ça joue aussi et c'est quelque chose qui, à mon sens, est bien représenté sur cette crainte que l'on peut avoir, ce sentiment des hommes de pouvoir de l'époque, de voir ces femmes à la fois revenir au pouvoir, mais en plus revenir avec une envie de vengeance parce qu'elles en ont été exclues. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a des régences qui se mettent en place, enfin moi là je parle surtout de celles que je connais sur Marie de Médicis, les révoltes viennent surtout des princes du sang qui justement revendiquent d'autant plus une participation une participation au pouvoir du fait de cette régence et se considèrent comme les conseillers naturels de la reine en période de régence. Alors, c'est une anecdote, mais ce qui est, je ne sais pas si c'est un oubli volontaire ou un acte manqué, mais les scénaristes dans The Musketeers assassinent Gaston d'Orléans avant même la mort de Louis XIII, alors que Gaston d'Orléans va participer ensuite à la Fronde. De la même façon, il n'y a aucune mention de la naissance de Philippe d'Orléans. Donc, on oublie un certain nombre de princes de sang où on les met de côté, notamment de princes de sang qui vont ensuite contester ces régences ou vont être un peu rebelles au cours des règnes. Ça, c'est très intéressant. Et forcément, il faut aussi qu'on parle d'autres femmes de pouvoir que les séries aiment particulièrement montrer. C'est les maîtresses des rois. Je veux bien me lancer sur le sujet, puisque c'est en l'occurrence celui que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse. Et aussi parce que dans la série Versailles, c'est vraiment cette question du pouvoir des maîtresses, celle qui est au cœur de l'intrigue, clairement. À chaque saison, une intrigue tournée autour du pouvoir exercé ou du moins recherché par une maîtresse. Évidemment, il y a d'autres fils directeurs, et notamment la construction du château de Versailles, bien sûr, mais cette question du pouvoir des maîtresses est vraiment centrale. Alors, elle est abordée de plusieurs façons.
Et notamment la première et la plus évidente, et que l'on retrouve dans la réalité historique, c'est d'abord le pouvoir qu'on prête aux maîtresses, le pouvoir prétendu, de par leur proximité avec le roi. Proximité qui est clairement affichée dans la série, et même de manière un peu abusive par rapport à ce que nous en disent les sources. Par exemple, dès le début de la série, on voit la maîtresse, l'une des premières maîtresses de Louis XIV, Louise de La Vallière, qui est assise aux côtés du roi dans l'oratoire de la chapelle, donc dans une tribune distincte, et on les voit échanger, on les voit fricoter, etc. Et donc, d'emblée, on comprend que la personne qui peut avoir une influence première à la cour, c'est la maîtresse. On retrouve cette même vision à plusieurs reprises avec, à la saison suivante, je crois que c'est la saison 2, Madame de Montespan qui, elle, est aux côtés de Louis XIV au théâtre. Et elle est littéralement assise sur un siège, une sorte de trône même, à côté du roi et discute avec lui pendant la pièce. Autre manière de montrer ce pouvoir supposé, ce crédit, ce qu'on appelle le crédit à l'époque, c'est-à-dire la capacité d'avoir l'oreille du roi et de lui souffler quelques recommandations, quelques conseils. Ce sont les cadeaux qui sont faits aux maîtresses et on le voit notamment dans une scène assez marquante de la saison 2, épisode 3, durant laquelle Madame de Montespan est à sa toilette, entourée uniquement de son entourage féminin, ses dames de compagnie. Le roi arrive, donc rompt un petit peu le cercle féminin pour offrir un collier de diamants à Madame de Montespan. Le roi d'ailleurs précise à cette occasion, parce que son valet de chambre l'accompagne, il se justifie en disant que ce cadeau n'est pas du tout le signe que sa maîtresse exerce sur lui une influence. Et pourtant, quelques minutes plus tard, on voit la maîtresse qui arbore ce collier et qui est au fait de sa faveur. Tous les courtisans la recherchent, tous les courtisans s'intéressent à son sort, essayent d'obtenir son intercession. Donc on voit que la première forme de pouvoir des maîtresses dans la série Versailles, c'est un pouvoir de médiation. Après, il y a le cas particulier de Madame de Maintenon, donc qui est particulier dans la série comme dans l'histoire réelle, puisque on lui accorde généralement un très large pouvoir politique. Et dans la série, ce trait est vraiment grossi. Madame de Maintenon, à un moment donné, est même littéralement intégrée au conseil du roi à sa demande. Donc, elle apparaît constamment quand il y a des scènes de conseil aux côtés des ministres. Elle soutient le roi dans les mesures qu'il prend, et notamment concernant les protestants. Et elle est même tellement assoiffée de pouvoir qu'elle l'avoue dans un épisode assez marquant de la saison 3, épisode 4, à un moment où elle est réfugiée au couvent et la mère supérieure lui demande de justifier ses actions et elle finit par avouer que c'est sa soif de pouvoir qui l'a conduite à essayer d'intégrer l'entourage du roi. Et donc, voilà. Généralement, c'est assez caricatural de ce point de vue-là, même s'il y a certains faits qui sont avérés. Et d'ailleurs, parfois, on retrouve une certaine nuance bienvenue, notamment sur la question des protestants, qui est très délicate historiographiquement. En fait, Madame de Maintenon, dans l'historiographie, on la présente soit comme étant complètement détachée de cette question, soit comme étant à l'origine de l'édit de Fontainebleau. Et or, dans la série, on voit qu'elle soutient les décisions du roi vis-à-vis de cette question, mais elle ne les initie pas. Elle n'est pas du tout à l'origine. Et cela semble assez réaliste. Donc, voilà, la maîtresse, en fait, son pouvoir dans la série Versailles, pour résumer, c'est celui de soutien du roi dans sa politique, et notamment dans les moments de doute. C'est celui de la personne qui va aider le roi à gagner en assurance, mais c'est aussi celui de femmes qui peuvent prendre des initiatives et se révéler d'importantes médiatrices, autant pour les courtisans que pour les diplomates. Pour Règne, il y a vraiment deux maîtresses qui sont représentées, on va dire, dans la série. Hein. C'est bien sûr Diane de Poitiers, hein, qui apparaît dans la première saison, qui apparaît surtout comme la conseillère du roi, l'amie, voilà, celle auprès de qui il peut trouver un peu de soutien,
confier ses secrets également, et qui est présentée comme évidemment une rivale de Catherine de Médicis. Et ce qui est intéressant surtout, c'est pas parce que Diane de Poitiers finalement occupe très peu de place dans la série, mais celle qui occupe plus de place, c'est une dame de compagnie en fait, qui arrive avec Marie Stuart à la cour, qui est Kenna dans la série, et qui devient la maîtresse d'Henri II. Et là, on voit vraiment, la série permet d'aborder la question de la position des maîtresses à la cour, et de surtout de la façon dont certaines femmes acceptent d'être maîtresses du roi. Et là, dans la série, en tout cas, ce qui transparaît, c'est vraiment la question de la position de Kenna à la cour, et comment faire en sorte que, malgré le fait qu'elle devienne la maîtresse du roi, elle obtienne quand même une position à la cour, et qu'elle puisse finalement s'assurer une union, enfin une alliance favorable, et ne pas être simplement, on va dire, un jouet entre les mains du roi. Ça apparaît très clairement dans la série, puisque ce qu'on voit dès le départ, en fait, c'est que les dames qui vont accompagner la reine Marie Stuart espèrent faire un bon mariage, nouer de bonnes alliances pour leur famille en venant à la cour de France. Et donc là se pose la question, en devenant la maîtresse du roi, est-ce qu'on peut tout de même obtenir une position à la cour et nouer une bonne alliance? Et là, on voit une Kenna qui est finalement complètement trompée, puisque le roi va l'obliger à épouser, attention, tenez-vous bien, le fils bâtard qu'il aurait eu avec Diane de Poitiers. Voilà. Donc là, on part complètement dans la romance, on va dire, puis dans l'imaginaire. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un aspect important, c'est cette question de la position des maîtresses et de leur possibilité, malgré une liaison extra-conjugale, une liaison avec le roi, d'obtenir une position à la cour. Dans le cadre de Louis XIII, c'est intéressant parce que contrairement à son père Henri IV et à son fils Louis XIV, il n'est pas exactement connu pour le nombre de ses maîtresses. De fait, et donc c'est pas vraiment cet aspect-là qui a été mis en avant dans la série The Musketeers, quoique, puisque à un moment, au milieu de la saison 2, Milady de Winter devient maîtresse de Louis XIII. Ils sont retrouvés dans une situation très compromettante par la reine sous une table. Et à ce moment-là, elle devient, dans l'épisode suivant, elle devient maîtresse officielle du roi. Elle est promenée comme maîtresse officielle dans la cour et reconnue en tant que telle. Alors, c'est une pure invention, alors, outre le personnage de Milady, mais c'est une pure invention scénaristique. Mais justement, son rôle de maîtresse va être à la fois d'être une espionne, de découvrir les complots contre le roi, notamment provenant d'espions et de diplomates espagnols, toujours prêts à s'en prendre à la France. Et aussi alors d'un autre côté, elle va se servir de sa position pour mener à bien sa vengeance contre les mousquetaires, contre Anne d'Autriche, et donc se servir de son crédit justement auprès du roi, maintenant que Richelieu est mort, pour pouvoir tirer un petit peu les ficelles et être à la fois protégée par le roi et s'en prendre à ceux qu'elle considère comme ses ennemis. Donc on a vraiment l'utilisation de cette position de maîtresse à des fins personnelles, même si d'un autre côté, elle essaye de conserver sa place en se rendant utile et en faisant la démonstration de ses talents d'espionne et de femmes dangereuses pour ses ennemis et pour les ennemis de la couronne. Dans Versailles, ce point est un petit peu moins clair, et c'est intéressant d'ailleurs de constater que finalement, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt d'être maîtresse royale, hormis la visibilité que cela donne à la cour, le pouvoir prétendu que cela donne auprès du roi.
Et l'on a l'impression que certaines de ces maîtresses, en tout cas les 3 principales qui sont présentées, donc Louise de la Vallière, Madame de Montespan et Madame de Maintenon, le font simplement parce qu'elles sont amoureuses du roi. On voit assez peu l'enjeu qu'il peut y avoir derrière. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'outre le pouvoir qu'on leur prête et que certaines exercent, à l'image de Madame de Maintenon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont aussi soulignées les difficultés auxquelles elles peuvent faire face. Déjà, de par les relations qu'elles entretiennent entre elles, on voit très bien les conflits qui peuvent se faire jour entre, par exemple, Madame de Montespan et Madame de Maintenon, ou entre Madame de Montespan et la reine, mais aussi les difficultés, on va dire, d'ordre moral qui émanent plutôt de l'Église. Et j'ai relevé une citation qui est assez intéressante au sujet de Madame de Montespan, puisque justement, elle relève toute la complexité de la situation. Donc, je vous la donne. C'est donc un religieux qui s'adresse au roi et qui lui dit « Tous les rois de France ont eu des maîtresses et l'Église a toujours détourné le regard. Une maîtresse peut être tolérée, mais pas celle-ci. » Et donc, pourquoi ? Parce que Madame de Montespan, à ce moment-là, est mariée. Et donc, on voit toute la complexité de la situation liée au mariage. Le problème n'est pas que le roi est marié, le problème est que la maîtresse est mariée. Et effectivement, c'est vraiment une difficulté que l'on retrouve historiquement vis-à-vis du personnage de Madame de Montespan, puisqu'effectivement, en 1675, elle est contrainte à l'exil parce que l'on empêche le roi de communier à cause de la liaison qu'ils ont et qui est largement connue de tous. Et la question du mariage revient à un autre moment, et finalement, elle est centrale dans la saison 3, donc la dernière saison de la série. C'est la question du mariage avec, cette fois, d'une autre maîtresse, mais cette fois avec le roi. C'est donc le mariage de Madame de Maintenon et de Louis XIV, qui finalement constitue le rebondissement final de la série. Et c'est là-dessus qu'elle se clôt, plus ou moins. Et donc, finalement, cette question est au cœur de l'intrigue de la saison 3, puisque le roi qui devient veuf doit choisir d'épouser une princesse européenne pour des raisons politiques, ou d'épouser sa maîtresse, ce qui semble assez délicat vu que Madame de Maintenon est présentée comme venant d'un milieu assez modeste, ce qui était vrai. Et donc, voilà, il va y avoir cette tension permanente qui va aboutir sur un mariage avec Madame de Maintenon qu'on ne voit pas, mais qui est mentionné à un moment donné dans une scène très intéressante où là encore, les dialogues sont assez savoureux et historiquement intéressants, puisque Madame de Maintenon est avec le roi face au frère du roi, et elle demande au frère du roi de l'appeler belle-sœur, mais elle précise ensuite qu'elle n'est pas reine, qu'elle est seulement l'épouse du roi. Donc, ça résonne aujourd'hui comme étant révélateur des sentiments qu'elle a pour lui, et donc qu'elle se marie avec lui, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons sentimentales. Or, historiquement, évidemment, ce n'est pas cette interprétation-là qu'on peut donner, c'est simplement que d'un point de vue structurel, elle n'avait pas rang de reine. Donc, effectivement, de fait, elle était seulement l'épouse du roi. Donc voilà, un point intéressant à souligner, cette articulation entre le pouvoir de la maîtresse, mariage, extra-conjugalité, conjugalité, qui est assez bien traitée dans la série Versailles de manière relativement subtile, et notamment autour du personnage donc, de Madame de Maintenon. Merci pour tous ces éclaircissements. Et du coup, c'est vrai que on voit bien que les reines et les maîtresses peuvent accéder au pouvoir. Les maîtresses, souvent grâce au roi. Mais il y a aussi un autre enjeu qui peut être à double tranchant et qui concerne aussi bien les reines que les maîtresses, c'est celui de la maternité. Alors, cet enjeu apparaît très clairement dans Règne, puisque évidemment, on attend de l'union entre François II et Marie Stuart qu'elle soit féconde. Hein. On attend un héritier de cette union. Ce n'est pas un cas isolé, bien sûr. C'est plutôt une attente générale de l'époque. Mais en tout cas, c'est assez bien retranscrit dans la série Règne, hein, et là, alors là, c'est assez savoureux puisque même Catherine de Médicis s'en mêle pour donner justement des potions à Marie Stuart pour l'aider à tomber enceinte. Hein.
Mais à partir du moment où le mariage est célébré, on voit que c'est une vraie inquiétude de la part de Mary Stuart, voilà, de tomber enceinte, d'avoir un enfant et surtout de donner un héritier à la couronne. Et elle voit très bien, enfin, elle expose très clairement le fait en gros, sa position à la cour sera fragile tant qu'elle n'aura pas donné d'héritier à la couronne. Et ça vaut pour sa propre situation en tant que reine d'Écosse et pour sa situation de reine de France. Donc, elle sait en tout cas que, voilà, que la condition de stabilité de son union, c'est la maternité. Et on la voit d'ailleurs, enfin, c'est exploité d'ailleurs dans la série, puisque François II, dans la série, a une liaison avec une dame de compagnie de Marie Stuart, qui, elle, est enceinte et qui donne un garçon, qui accouche d'un garçon. Et ce qui complique les relations de Marie Stuart avec cette dame de compagnie et qui montre vraiment, voilà, cet enjeu autour de la maternité qui là pour le coup n'est pas du tout fantasmé, inventé par la série, mais qu'on retrouve dans les sources de l'époque. Moi je l'ai retrouvé par exemple dans le cas de l'arrivée de Marie Médicis en France, où dès les premiers échanges dans les lettres entre Henri IV et Marie Médicis, Henri IV lui fait clairement comprendre qu'il attend d'elle qu'elle suive un bon régime, qu'elle prenne bien soin d'elle pour pouvoir donner un héritier à la couronne dès qu'elle sera en France. Donc là, on est vraiment dans la réalité historique, et effectivement, il y avait une très forte attente auprès des reines, bien sûr, pour qu'elle puisse, pour qu'elle soit en capacité de donner des héritiers à la couronne. Et c'est ce qui renforce leur alliance. Et surtout, on voit, voilà, la fragilité de leur place à la cour tant qu'elles n'ont pas répondu à cette attente. Concernant la question de la maternité, dans Un mousquetaire, c'est une question qui est très présente dans la saison 2, puisque, on l'a dit, le roi prend Milady de Winter comme maîtresse, mais la reine, Anne d'Autriche, prend aussi un amant, en la personne du mousquetaire Aramis, qui est soupçonné à un moment d'être le véritable père, le père biologique du dauphin, du futur Louis XIV. Et donc, toute une intrigue se joue autour de la paternité supposée de Louis XIII et donc la trahison de la reine. Intrigue qui est menée par un espion espagnol qui menace de tout dévoiler, mais justement le roi n'a qu'un seul héritier, et enfin n'a qu'un seul enfant, puisque Philippe d'Orléans ne naîtra pas, en tout cas pas dans la série. Et donc, il y a cet enjeu-là de est-ce que l'héritier est vraiment le fils de Louis XIII ou pas? Et dans ce cas-là, ça créerait une crise à la fois diplomatique, mais aussi intérieure extrêmement importante. Donc, ça occupe littéralement toute la fin de la seconde saison de The Musketeers, le fait d'empêcher la vérité d'éclater et le fait d'empêcher de considérer le dauphin comme un simple bâtard, fils de mousquetaire. Alors, dans la série Versailles, c'est un peu différent. La question de la maternité vis-à-vis de la reine est finalement assez secondaire, hormis dans l'épisode 1 de la saison 1, où il y a donc cette fameuse scène de l'accouchement par la reine d'un enfant noir, qui relève d'une anecdote assez connue selon laquelle la reine Marie-Thérèse aurait donné naissance à un enfant noir, une fille, qui ensuite aurait été placée dans un couvent. Donc je passe sur ce point, on pourra peut-être mettre une référence en bas de la page. Mais donc, la série s'engage là-dessus, ce qui est assez surprenant, puisque du coup on a l'impression que cette question va représenter un enjeu monumental, et finalement par la suite on n'y revient pas. Et finalement, la question de la maternité est beaucoup plus importante pour ce qui concerne les maîtresses du roi. Dès l'épisode 1,
de la saison 1, la question est introduite d'entrée de jeu avec Louise de La Vallière, dans cette fameuse scène de l'oratoire dont je vous ai parlé, durant laquelle le roi promet à sa maîtresse que leur enfant, dont elle est enceinte, sera, je cite, un enfant de France. C'est ce qui est assez étonnant, puisque ce titre d'enfant de France n'est réservé qu'aux enfants légitimes du roi et de la reine. Alors certes, Henri IV et Louis XIV fera la même chose par la suite, va légitimer certains de ses enfants dits naturels, c'est-à-dire qu'il va reconnaître sa paternité et par la même occasion la maternité de sa maîtresse, ce qui est un geste évidemment symboliquement très fort qui permet à ses enfants d'obtenir un titre, d'obtenir un nom, d'obtenir un statut, des droits. C'est évidemment fondamental pour leur avenir. Mais en aucun cas, ils ne sont considérés comme des enfants de France, c'est-à-dire susceptibles d'accéder au trône. Donc là, évidemment, il y a une petite erreur. Petite coquille qui a quand même son importance, puisqu'en plus, plus loin dans la série, au moment où Louise de La Vallière veut quitter la cour, cette question revient et le roi réaffirme que l'enfant qu'il a eu d'elle est un enfant de France. Bon. En tout cas, cet épisode, même si le terme est impropre, est important puisque il montre à quel point la maternité est importante pour les maîtresses et notamment pour rester à la cour, pour rester dans l'entourage du roi, d'autant qu'elles sont connues par leurs contemporains comme étant mères de ces enfants. Elles sont pour certaines reconnues dans les documents officiels, comme Louise de La Vallière, par exemple. Donc, évidemment, la maternité, pour elle, est source de pouvoir. Après, évidemment, il y a le revers de la médaille, j'ai envie de dire, lorsque l'enfant décède. Et le cas se présente dans la série Versailles, dans la saison 2, épisode 4, avec la fille de Madame de Montespan. Donc l'enfant tombe malade. La maîtresse n'en semble pas préoccupée outre mesure, ce qui correspond au topoï que l'on a de Madame de Montespan, qui est généralement vue comme étant une mauvaise mère, en tout cas qui ne se préoccupe pas de ses enfants, ce qui est faux en partie. Et donc, le décès de l'enfant, là, dans la série, est important puisqu'il représente le moment où va commencer la déchéance de Madame de Montespan, en comparaison, en miroir inversé, en quelque sorte, avec Madame de Maintenon, qui, elle, est gouvernante de cet enfant, et qui, à l'inverse de Madame de Montespan, se préoccupe beaucoup de son sort et s'afflige énormément de son décès. Et donc, à ce moment-là, on voit s'opérer finalement le début de l'éloignement de Madame de Montespan et le début de la faveur de Madame de Maintenon, qui à ce moment-là n'est pas encore Madame de Maintenon et qui est encore seulement Françoise d'Aubigné. Donc la maternité représente finalement un très important enjeu pour les maîtresses, plus presque que pour la reine, en tout cas dans la façon dont c'est présenté dans la série Versailles. Nous allons désormais revenir plus précisément sur un autre enjeu dont Flavie a commencé à parler tout à l'heure. C'est le fait d'être une reine étrangère à la cour de France et ce que ça implique, autant en positif qu'en négatif, et ce qu'on voit bien représenté dans les 3 séries une nouvelle fois. Dans le cas de Règne, hein, donc on a bien sûr la série s'ouvre d'ailleurs sur le retour de Marie Stuart à la cour de France, hein, puisqu'elle avait déjà été envoyée à la cour de France dès son enfance. Donc c'est une cour qu'elle connaît et on voit d'ailleurs là l'importance dès son enfance de l'intégrer à cette cour. Donc déjà les projets matrimoniaux qui pouvaient être associés à cette présence à la cour, qui est due aussi à sa position puisque c'est la fille de Marie de Guise, hein, donc, qui est en lien aussi avec la noblesse de France. Et on la voit arriver donc avec ces 4 dames de compagnie. Et là, je pense que c'est quelque chose à relever, puisque ça, c'est aussi un véritable enjeu politique, on va dire. C'est la question de la composition de la maison de la reine, de la maison des princesses aussi, et la question de qui entoure la reine. Et voilà, en fait, il y a un véritable enjeu autour de cet entourage, puisqu'il faut à la fois que cette reine s'intègre dans la cour dans laquelle elle arrive, donc potentiellement elle laisse de la place dans son entourage aux nobles françaises, hein, notamment
aux duchesses, aux princesses françaises qui attendent en fait l'arrivée de cette reine pour prendre place aussi à ses côtés. Et en même temps, le fait qu'elle vienne avec une partie de sa suite, avec des dames de son pays d'origine, montre finalement, et est en tout cas un signal d'amitié entre les deux couronnes. Hein. Et là, on le voit clairement. Et d'ailleurs, on sait qu'en général, le renvoi de la suite d'une reine ou le renvoi de personnages appartenant à la suite de la reine n'est jamais un bon signal diplomatique. Hein. Donc là, c'est assez clairement mis en valeur dans la série Règne. Et on le retrouve dans les sources de l'époque, le fait que intégrer des étrangers qui viennent à la suite d'une reine, c'est un signe d'amitié, c'est aussi, ça participe en tout cas de relations diplomatiques. Donc ça a son importance et donc ces dames de compagnie qui arrivent avec les reines étrangères peuvent avoir un rôle à jouer, même si elles ne sont pas toujours très bien acceptées, hein, puisque évidemment, il y a toujours la suspicion qu'elles participent à des complots, qu'elles soient plus, qu'elles défendent les intérêts de leur royaume plutôt que de la cour dans laquelle elles sont intégrées. Et ça, c'est évidemment une inquiétude qui est visible aussi dans Règne par rapport à cette jeune princesse, à Mary Stuart, hein, qui arrive, qui va être reine d'Écosse, et qu'on suspecte parfois de privilégier les intérêts de son propre royaume, de son royaume d'origine, au détriment de la cour à laquelle elle est censée s'intégrer. Dans The Musketeers, la question justement de cette reine étrangère, elle est centrale autour d'Anne d'Autriche, puisque c'est une princesse espagnole quand elle épouse Louis XIII, et la question de son rapport à l'Espagne, des liens qu'elle conserve avec son frère roi d'Espagne, et le fait que sa fidélité ne soit pas entièrement reconnue par Louis XIII et qu'elle soit finalement toujours suspecte parce que d'origine espagnole, ça revient tout au long des 2 dernières saisons, enfin des saisons 2 et 3. Alors, ça fait l'objet de plusieurs intrigues. Alors, autant la question, l'épisode des Ferrées de la Reine, qui est très connu, qui est très mise en avant par Dumas, n'est pas présente dans la série. Autant, un autre aspect qui est mis en avant, c'est la trahison de la reine qui serait révélée par sa correspondance avec son frère. Et on a plusieurs épisodes dans lesquels Rochefort, qui est un noble et espion pour l'Espagne, menace la reine, l'incite à écrire des lettres où elle se trahit, des lettres adressées à son frère en Espagne, et menace ensuite de la dénoncer au roi comme étant une espionne, comme une reine qui œuvre toujours pour l'Espagne et non pas pour la France. Donc ça va être l'enjeu d'un chantage et de plusieurs épisodes, mais parallèlement, la reine Anne d'Autriche, c'est aussi le recours quand il faut négocier avec l'Espagne, négocier une paix, négocier un traité, éviter une guerre. C'est aussi elle qui doit, de manière officieuse, s'adresser à son frère pour tempérer ses ardeurs, qui essaie aussi d'orienter ou de désamorcer les conflits qu'il peut y avoir avec Louis XIII. Et donc, elle a cet entre-deux, il est assez bien illustré. Alors, on lui donne un pouvoir qui est peut-être au-delà du pouvoir qu'elle avait réellement, mais en tout cas, cet entre-deux en partie française, mais toujours une partie d'elle-même attachée à l'Espagne avec des liens assez forts avec sa famille, est assez bien représenté, assez bien mis en avant dans différentes circonstances. Je vais revenir aussi sur la reine Marie-Thérèse, donc elle aussi espagnole, nièce d'ailleurs d'Anne d'Autriche. Alors, je disais tout à l'heure qu'on lui prêtait de manière totalement fictionnelle un rôle de médiatrice entre le Saint-Empire et l'Espagne.
deux royaumes auxquels elle est rattachée par ses liens de parenté. Donc, tout cela relève totalement de l'imaginaire, mais est donc, comme je le disais, intéressant pour ce que ça dit de la capacité d'action des femmes et de leurs multiples liens de parenté qui sont autant de liens politiques, de liens d'alliance, ou au contraire de liens qui peuvent leur porter préjudice en les taxant de conflits d'intérêts quelque part. Donc cela est très présent dans la 3e saison de la série Versailles, et notamment par le biais des questions d'alliance matrimoniale, puisque la reine dans Versailles joue un rôle central dans l'organisation d'un mariage. Donc la question à ce moment-là est de savoir, est-ce qu'on marie une princesse française avec le futur roi d'Espagne ou est-ce qu'on marie une princesse du Saint-Empire? Et donc la reine à ce moment-là va plutôt soutenir la 2e option, ce qui va évidemment lui porter préjudice puisque le roi de France s'y oppose. Au-delà de cette question de la médiation et de la trahison, donc on le retrouve aussi dans la série Versailles en dépit de toute réalité historique. L'autre point qui est quelque part un manque, c'est cette fracture culturelle qu'il peut y avoir entre une reine étrangère et sa cour d'adoption. Puisque dans la série Versailles, la reine Marie-Thérèse, finalement, semble tout à fait française. Ce qui est assez drôle, puisque l'actrice qui l'interprète est elle-même française, contrairement aux autres acteurs qui sont tous anglophones. Donc, le choix de cette actrice introduit une espèce de différence qui montre qu'il s'agit bien d'une princesse étrangère, mais en même temps, elle ne semble pas avoir vraiment de difficulté à communiquer, par exemple, alors qu'on sait, de par les sources de l'époque, que la reine Marie-Thérèse peinait vraiment à parler et à comprendre le français, en tout cas au début, qu'elle avait introduit un certain nombre d'usages espagnols, comme par exemple la boisson chocolatée, qu'elle était entourée par, on y reviendra, des femmes au début, des femmes espagnoles. Or là, tous ces points n'apparaissent pas vraiment. Le seul qui transparaît, c'est finalement les difficultés de sa relation avec son époux, qu'elle ne connaissait pas, évidemment, avant le mariage. Et donc, c'est par ce biais-là que transparaissent ces difficultés d'adaptation. Mais autrement, elles sont plutôt à l'aise. Et donc, c'est un petit peu surprenant. Et en même temps, ça participe à donner au personnage une dimension politique importante assez vite, qui se révélera donc par la suite, comme je le disais. Mais effectivement, on est quand même assez éloigné de la réalité historique, même si sur le plan scénaristique, ça reste assez intéressant. Oui, la question se pose pas avec Marie Stuart, hein, puisque, comme je le disais, bon, elle était en plus élevée par une mère française, une mère qui connaissait la cour de France, donc elle a certainement une intégration plus facile, on va dire. Mais c'est vrai que quand on se penche sur les sources historiques, on le voit, moi je l'ai vu par exemple avec Marie de Médicis et son arrivée à la cour de France, on observe vraiment la façon par exemple dont elle s'habille. Si ça revient par exemple dans les lettres, est-ce qu'elle est coiffée à la française, est-ce qu'elle est habillée à la française? D'ailleurs, il y a des lettres qui précisent non, elle est encore habillée à l'italienne. Et donc, on voit qu'on attend quand même de ces reines une intégration à la cour, et ça passe par l'adoption de modes, d'un style de vie aussi. Et c'est une véritable attente de la part de l'entourage royal, hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait que il y a des négociations souvent qui sont entamées avant l'arrivée des princesses, hein, pour notamment la composition de leur maison, hein. Ça apparaît souvent clairement dans les sources pour savoir en gros voilà, quel serviteur du pays d'origine on peut garder et quels nouveaux serviteurs et quelles dames on va intégrer à l'entourage de la nouvelle princesse, toujours dans une perspective de rendre son intégration le plus rapide possible à cette nouvelle cour. Et du coup, voilà, on a beaucoup parlé des reines, beaucoup parlé des maîtresses, de leurs capacités d'action, qui sont certainement plus visibles, mais aussi qu'on représente beaucoup dans les séries.
Mais il faut aussi parler des autres femmes de la cour. On en a un petit peu parlé en filigrane dans l'émission, et notamment les dames qui entourent les reines, puisqu'elles aussi, elles ont des objectifs, elles ont des rôles importants, elles ont des réseaux. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu Alors là, j'avais peut-être un peu anticipé sur ce sujet, mais comme je le disais, hein, si on se base vraiment là sur le début de la série Règne, hein, on voit très clairement que les 4 dames de compagnie qui accompagnent Marie Stuart sont des relais, hein, pour leur famille, et que comment dire, leur place à la cour doit permettre justement de nouer de nouvelles alliances et de renforcer la position de leur famille. Donc on voit finalement que l'appartenance à l'entourage d'une reine, le fait aussi de pouvoir intégrer la cour, représente un enjeu politique, un enjeu aussi financier pour certaines nobles, qui attendent finalement, alors on voit, enfin, il y a beaucoup de travaux, hein, qui ont été faits aussi à ce sujet, qui attendent une alliance favorable, hein, qui peut être négociée, qui peut être initiée par justement par la reine, par une princesse, par une dame de la cour, qui peuvent espérer aussi parfois des dons, d'obtenir quelques titres et des terres. Donc on voit évidemment que le fait d'intégrer la cour et surtout l'entourage et une maison princière, par exemple, peut représenter évidemment des avantages pour ces femmes et notamment pour leur famille aussi. Dans The Mousquetaires, le rôle des dames, il est paradoxal. Au début de la série, elles sont représentées de manière très caricaturale. Elles ressemblent un peu aux précieuses ridicules chez Molière. Et à un moment, il y a un personnage dont j'ai très peu parlé, qui est Constance Bonacieux, qui va être la grande amoureuse de D'Artagnan, et qui intègre l'entourage de la reine, à la fois pour la protéger des complots qui se trament autour d'elle, notamment la protéger de Milady de Winter, mais aussi pour l'aider à s'intégrer et à mieux s'intégrer à la cour. Alors, ça fait très longtemps que Anne d'Autriche est à la cour de France, mais à mieux discuter avec les ministres, même avec son mari. Elle fait un peu office d'intercession avec Louis XIII quand il y a des conflits entre le mari et la femme. Donc, on a ces deux aspects, à la fois très caricaturaux, de l'aide, la conseillère, et puis de l'autre, des femmes qui sont vues comme des courtisanes sans la dimension sexuelle, mais des femmes qui gravitent, qui ont des plaisirs futiles, etc. Mais l'entourage de la reine, c'est aussi les mousquetaires. Ça va aussi devenir progressivement Milady de Winter, qui, à la toute fin de la série, va se charger de la protéger, notamment après la mort du roi. Et un élément qui m'a marqué, c'est dans le final de la série, après moult péripéties, Anne d'Autriche est restaurée avec son fils sur le trône, elle devient régente, elle se met presque officiellement en couple avec Aramis, qui devient son premier ministre pour assurer l'éducation du futur Louis XIV. On est dans la science-fiction la plus totale. Et Milady de Winter, qui était la grande méchante jusqu'à présent, excusez-moi, Milady de Winter, qui était la grande méchante jusqu'à présent, est récompensée pour avoir protégé la reine et devient première espionne royale, titre officiel qui lui est donné, donc en charge de l'espionnage à la cour. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais outre l'aspect purement inventé de ce final, ça représente aussi, comme le disait Fanny, tout ce système de gratification des femmes qui peuvent graviter dans l'entourage de la reine, mais aussi des princesses de sang, des potentielles nourrices, des filles de France, et de tous ces personnages-là qui, à des échelons différents, à des stades différents, peuvent recevoir des gratifications.
dans la série Versailles, les dames de l'entourage de la reine et des autres princesses, en fait, se distinguent finalement en deux groupes. On a d'abord le groupe des anonymes, c'est-à-dire, il s'agit presque de figurantes, hein, finalement. Donc, ce sont des femmes que l'on aperçoit de temps à autre derrière la princesse à sa toilette ou à l'occasion des cérémonies de la cour, des fêtes, etc. Qui généralement ont un rôle de représentation et finalement de convention. Parfois, elles peuvent avoir un petit rôle dans l'intrigue, notamment cette scène où Madame de Montespan se fait coiffer et voit que le roi semble attiré par l'une de ses filles de compagnie, puisqu'elles sont jeunes. Et donc, à ce moment-là, la fille en question est renvoyée par Madame de Montespan sur le champ. Donc, elle représente un élément finalement fictionnel, hein, mais de la tension qui peut exister entre la maîtresse et le roi, et notamment le risque de la rivalité, qui est finalement permanent. Et je vais y revenir un petit peu après. Ou alors, ces dames de compagnie anonymes ont un rôle de complice des autres personnages féminins plus importants, notamment lorsqu'il s'agit d'aller voler un document ou d'aller entreposer un poison quelque part. L'autre groupe de dames de compagnie qui se distinguent dans cette série, ce sont cette fois des personnages qui ont un nom, qui ont un rôle dans l'histoire. Donc, il y a d'abord les personnages réels, enfin qui ont eu une existence réelle, comme par exemple Madame de Montespan, qui est présentée comme ayant été dame de compagnie de Henriette d'Angleterre, la belle-sœur du roi. Donc c'est par ce biais qu'elle aurait rencontré le roi et donc serait devenue sa maîtresse, ce qui est dans une certaine mesure vrai, puisqu'elle était en réalité dame du palais de la reine, mais c'est en tout cas bien grâce à sa charge qu'elle a pu intégrer l'entourage royal et donc, a fortiori, devenir maîtresse de Louis XIV. Et enfin, on a notamment un personnage qui est aussi de la compagnie d'Henriette d'Angleterre, qui est cette fois un personnage totalement fictionnel, qui s'appelle Sophie de Clermont, et qui, quelque part, incarne l'archétype de ce qu'est être courtisane, mais dans le sens, comme disait Amélie, non pas sexuel, mais dans le sens premier, c'est-à-dire femme vivant à la cour, à l'époque de Louis XIV. Et donc, tous les enjeux qui entourent cette posture, c'est-à-dire l'éducation que cela implique, notamment dans le comportement, dans le maintien, dans la démarche, dans l'attitude à adopter en public, les intrigues auxquelles cela peut mener, la question du mariage à un moment donné, le choix de l'époux, etc. Et puis par la suite, c'est un personnage qui va jouer un rôle dans l'intrigue. Je passe parce qu'en fait, ça sert une intrigue qui est complètement imaginaire et qui n'a pas de lien avec les autres femmes de la cour. Mais on voit à travers ce personnage de Sophie de Clermont les avantages et les inconvénients que cela peut représenter de faire partie de l'entourage d'une princesse et la manière dont ça implique de se positionner dans les intrigues de cour. Donc voilà à peu près les différentes façons dont peuvent être représentées les femmes de l'entourage des reines ou des princesses dans la série Versailles. Et simplement pour les mentionner, il y a d'autres femmes dans cette série qui finalement n'appartiennent pas vraiment au monde curial. Ce sont des personnages à nouveau fictionnels et ce sont des femmes qui exercent un métier, notamment une femme médecin qui intervient au début et plus tard on aura une femme cordonnière. Voilà, simplement pour les mentionner, pour insister sur le fait que cette série donne vraiment la part belle aux femmes et essaye de montrer leur rôle dans toutes ces intrigues politiques et sociales de la cour. Pour rebondir, ça me fait penser, quand tu nous dis, il y a une concurrence. Les femmes de l'entourage des reines sont aussi des dangers potentiels pour les reines, puisque elles sont susceptibles d'être corrompues et de dévoiler les secrets intimes des reines, puisqu'elles les côtoient au quotidien. Et dans un épisode justement de The Musketeers, à la fin de la saison 2, ce fameux espion espagnol Rochefort tente de
d'utiliser l'une des femmes, des dames de compagnie de la reine, qui était Dame Marguerite, pour qu'elle aille dénoncer au roi la trahison de la reine et sa liaison avec Aramis. Donc, c'est aussi potentiellement utiliser ces femmes pour nuire à la reine. Quand elle est étrangère, c'est encore plus facile de faire peser un soupçon dessus. Et donc, ces femmes ont une certaine crédibilité puisqu'elles sont au quotidien aux côtés de la reine, qu'elles voient tout, qu'elles entendent tout. Et donc, elles sont supposées tout savoir des agissements de leur maîtresse. Ça, pour rebondir, ça apparaît clairement dans Règne, hein, puisque on a de nombreuses scènes où on voit Marie Stuart avec ses 4 dames de compagnie. Et justement, la série est faite de telle façon qu'on a vraiment l'impression que ces dames de compagnie forment un peu un cocon, on pourrait dire, autour de la reine, donc qui se retrouve dans une cour qui, au début, lui est présentée comme hostile, hein, puisque au début de la série, on voit clairement que Catherine de Médicis lui est hostile. L'union entre l'Écosse et la France est remise en question par le roi. Donc voilà, sa position est incertaine et on voit que ce sont vraiment ces dames de compagnie qui doivent lui permettre de maintenir sa position à la cour et surtout d'avoir un entourage sur lequel compter au milieu de cette cour hostile. Donc évidemment, il y a la question de la proximité, hein, avec la reine là, qui est abordée et qui est abordée, donc, on ne l'a pas encore beaucoup évoqué, mais à travers l'espace, hein, puisque là, c'est justement ces moments de complicité entre la reine et ces dames de compagnie se fait dans le cadre de sa chambre, hein, de la chambre de la reine princesse à la cour. Et c'est là que qu'on a l'impression qu'elle peut retrouver une complicité dans cette cour hostile et compter sur ces dames de compagnie justement pour quelque part la protéger et surveiller. Donc là, souvent, c'est ce qui apparaît en tout cas dans Règne, surveiller les manigances de Catherine de Médicis, les manigances des autres membres de la cour qui pourraient la menacer. Et voilà, donc on voit là, on voit encore toute l'importance de la composition des suites, des maisons des reines, des princesses, puisque effectivement, le fait d'appartenir à la maison de la reine ou à la maison de la princesse permettait une certaine intimité, en tout cas le partage d'espaces communs qui pouvait, qui permettait justement d'avoir l'oreille de la reine ou en tout cas de connaître potentiellement ses secrets, effectivement. L'émission touche désormais à sa fin. Je vous remercie toutes les 3 pour toutes ces explications au sujet de la représentation des femmes à la cour de France durant l'époque moderne dans ces 3 séries. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière petite question un peu plus générale. Quelles œuvres, que ce soit des séries, des films, des romans, quelle que soit l'époque traitée, vous conseilleriez pour avoir une image historiquement crédible des femmes à la cour de France? Alors, moi, vous l'aurez compris, Règne, c'est peut-être pas la série qui donnera l'image la plus crédible des femmes à la cour de France. Moi, j'ai une œuvre en tête, mais qui n'est pas forcément centrée sur la cour, c'est celle de la princesse de Montpensier, hein, le film de Tavernier, que j'ai trouvé qui est assez bien fait sur la période des guerres de religion. Et pour sortir peut-être quand même du grand public, je pense qu'il y a un ouvrage qui a signalé, hein, c'est celui qui a été dirigé par Caroline Zumkolf et Catherine Wilson Chevalier, qui porte sur les femmes à la cour de France, qui a été publié en 2016, je crois, qui est issu d'un colloque donc sur la même thématique et qui me semble essentiel d'évoquer pour celles et ceux qui voudraient en connaître davantage sur le rôle, la place et les charges de fonction des femmes à la cour de France. Alors moi, je vais partir sur un roman, sur une série de romans qui sont des romans policiers, qui sont une partie des romans de Jean Dayon, qui situe son intrigue dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Et il y a quelques nouvelles et quelques romans qui se passent directement à la cour et dans lesquels le sens du détail autour des femmes, alors plutôt des femmes qui travaillent, sont assez intéressants. C'est relativement réaliste. Alors les intrigues sont totalement inventées. Il y a des anachronismes, enfin quelques anachronismes et puis quelques inventions de personnages, mais ça reste dans le sens du détail assez crédible et assez réaliste. Alors pour ma part, je recommanderais une œuvre double qui a eu un versant romanesque et un versant cinématographique. C'est évidemment, pour ce qui concerne la cour de Louis XIV, L'Allée du Roi. Donc ouvrage publié dans un premier temps par Françoise Chandernagor et qui s'appuie sur la correspondance de Madame de Maintenon et qui relate son parcours. Excellent roman et historiquement intéressant, car s'appuyant sur des sources de première main. Et son volet cinématographique du même nom, L'Allée du Roi, le film de Nina Companès, qui, à mon sens, est l'une des meilleures adaptations qui restitue, en tout cas, de manière vraisemblable, la cour de Louis XIV et notamment les femmes qui y évoluent et que l'on a évoquées au cours de ce podcast, notamment Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Et enfin, une recommandation cette fois plutôt scientifique. Donc Fanny m'a ôté les mots de la bouche, donc je vais recommander autre chose. Un ouvrage sur lequel je me suis appuyée au tout début de ma thèse et qui me semble toujours aussi intéressant. C'est celui de Guy Chaussinan-Nogaret qui s'intitule La vie quotidienne des femmes du roi, qui concerne plutôt les princesses et les maîtresses royales, mais qui reste un fondamental en termes de recherche, ne serait-ce que pour les questions qu'il pose. Merci à vous, Amélie, Fanny, Flavie, pour cette discussion très enrichissante et puis à bientôt dans une nouvelle émission sur les femmes et l'histoire dans les séries. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again.